Je m'adresse à vous un peu à l'improviste pour vous dire que l'ensemble des dons effectués à TVL est, au moment où je vous parle, en baisse de 1/3 par rapport à la même période de l'an passé. C'est évidemment préoccupant, surtout quand on sait que dans le même temps, TVL est passé de 4 à 8 millions de vues mensuelles. Un succès qui nous oblige à disposer pour le moins en 2023 du même budget qu'en 2022. La période est difficile, je le sais, et nous vous demandons un effort, mais cet effort, il vaut vraiment le coup. La presse alternative tord le cou aux mensonges et à la propagande. Alors aidez TVL, donnez à TVL pour mener cette rébellion au quotidien. L'affaire Lola Davier. Depuis 2 mois, cette histoire sordide défraie la chronique, non seulement judiciaire, mais aussi politique. Lola, une adolescente de 12 ans, est retrouvée morte dans une malle le 14 octobre 2022. Très vite, les inspecteurs suspectent une jeune femme de 24 ans, Dabia Benkired. Frappée d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, cette étrangère devient, pour une partie de la classe politique, le symbole d'une immigration non choisie, non contrôlée et potentiellement criminelle. Tandis que l'autre partie de la classe politique s'évertue à dénoncer les amalgames et la récupération. Vendredi 14 octobre 2022. Johan, gardien d'immeuble au 112 rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, attend sa fille de 12 ans, Lola. Elle doit rentrer du collège peu après 14 heures. Tout s'est déroulé le vendredi 14 octobre, donc en plein après-midi, dans le 19e arrondissement de Paris. Il faisait encore assez chaud d'ailleurs à cette période-là, mi-octobre, je me souviens. C'est la petite Lola qui devait rentrer de l'école. N'étant toujours pas là à 15 heures passées, il s'inquiète. Son père, qui est gardien d'immeuble, gardien de l'immeuble dans lequel ils habitent, dans le 19e, rue Manin, qui voit qu'elle n'est toujours pas arrivée, et donc il se met un petit peu à s'inquiéter. Il prévient sa femme, Delphine. Puis il se met à interroger le voisinage. Mais personne n'a vu Lola aux alentours de l'immeuble. Delphine, plus inquiète encore que son mari, décide de se rendre directement au commissariat. Lola étant mineure, les policiers prennent sa requête au sérieux, même s'ils préfèrent attendre avant de considérer que Lola a disparu. Après tout, la jeune fille a pu traîner un peu autour du collège, suivre un ami après les cours. Il est encore tôt pour parler d'une fugue ou d'un enlèvement. Mais un élément va précipiter l'action des enquêteurs. Le père de Lola va avoir, parce qu'il est en gardien d'immeuble et il a certaines facilités, il va pouvoir regarder les images de vidéosurveillance. Et alors qu'au début, il s'inquiète pas plus que ça, j'imagine, au vu des éléments qu'on a, il s'inquiète pas plus que ça au début. Finalement, quand ils visionnent les images de vidéosurveillance, ils disent là il y a quelque chose de potentiellement très inquiétant. En regardant les séquences de la dernière heure, il constate que sa fille est bien rentrée dans l'immeuble. Elle était en compagnie d'une autre personne qu'il ne connaît pas. Donc ils voient leur fille avec une jeune fille, cette fois, plus âgée, mais ils ne la reconnaissent pas et ils se disent qu'est-ce que ferait Lola avec cette fille-là donc ça leur paraît très 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 étrange. Qui est cette jeune femme ? Lola la connaissait-elle ? Et surtout, a-t-elle un lien avec le fait que Lola ne soit toujours pas rentrée ? Tandis que son inquiétude monte, il prévient sa femme qui avertit les policiers. Et donc c'est à ce moment-là que la police va prendre les choses au sérieux et ils vont lancer l'enquête assez rapidement. Delphine publie ensuite un message sur son compte Facebook en signe d'alerte enlèvement. Elle y fournit la description physique et vestimentaire de sa fille, joint une photo d'elle et ajoute même une capture d'écran des images prises par la caméra de vidéosurveillance.
On y voit la jeune femme entrer dans l'immeuble en compagnie de Lola. Son visage est peu reconnaissable, mais on distingue bien sa silhouette et ses effets vestimentaires. Cette alerte sur les réseaux sociaux sera très largement partagée sur Internet. La nouvelle va, par ce biais, parvenir aux journalistes. De leur côté, les policiers du 19e se rendent immédiatement sur les lieux. En inspectant le sous-sol, ils découvrent du ruban adhésif et un cutter. Ces éléments les font rapidement tendre vers une piste criminelle. Que feraient ces effets particuliers à cet endroit s'ils n'ont pas servi à séquestrer ou violenter quelqu'un ? Un scénario se dessine donc très vite. Il voit comme protagoniste principale, bien sûr, la jeune femme présente sur la vidéo de surveillance. Mais à ce stade, les policiers ne savent ni qui elle est, ni si elle est vraiment impliquée dans la disparition de Lola. L'enquête continue. Les policiers se tournent vers le voisinage, puis vers toute personne ayant pu apercevoir la victime ou la suspecte. Plusieurs personnes affirment avoir vu cette femme filmée par la vidéosurveillance devant un café du quartier. Elle traînait une malle en plastique qu'elle semblait avoir toutes les peines du monde à porter. Les témoins décrivent un comportement étrange, fait d'aller-retour entre le café et une boulangerie. La femme demandait de temps à autre de l'aide aux passants pour transporter la malle, puis se mettait à remonter la rue en hurlant au téléphone. Cette jeune femme devient donc de plus en plus intrigante pour les policiers. Mais qui est-elle ? Et que pouvait-elle bien transporter dans cette malle ? Un signalement va la confondre et faire définitivement basculer l'enquête dans le registre criminel. 23h30. On est toujours sans nouvelles de Lola. L'inquiétude des parents est, on s'en doute, à son paroxysme. C'est alors qu'un sans domicile fixe alerte le commissariat. Il vient de faire une découverte macabre. Alors qu'il déambulait dans la rue d'Hautpoul, il aperçoit 2 valises posées à même le sol. Et, juste à côté d'elle, une malle en plastique. Curieux, il l'ouvre. Là, il tombe sur une vision effroyable. Sous une couche de tissu, la tête ligotée par du ruban, recroquevillé, le corps d'une petite fille. Son cou présente une large entaille. Choqué, il prévient immédiatement la police. Les policiers arrivent sur les lieux de la découverte du corps. Nous sommes tout près de la rue Manin, l'endroit où Lola a disparu. Le lien est rapidement fait par les enquêteurs. D'autant plus lorsqu'ils découvrent le ruban adhésif autour du visage de la victime. Le doute n'est plus permis. Il s'agit bien de la jeune Lola, ligotée, violentée, égorgée, puis enfermée dans cette malle. Prévenu, le parquet ouvre une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Johan et Delphine sont prévenus à 2h du matin. Lola faisait partie d'une famille décrite comme très unie, très aimante. Elle avait un grand frère et donc ses 2 parents, tous originaires du nord de la France. Elle était scolarisée dans un collège du quartier et nos reporters qui ont passé le week-end dans ce quartier ont pu rencontrer des personnes qui la connaissaient et qui décrivent unanimement une jeune fille très gentille, une enfant très gentille. On parle d'une enfant de 12 ans, très gentille, entourée de beaucoup d'amis et qui n'était absolument pas mêlée de près ou de loin à des histoires sordides. C'est la brigade criminelle de Paris qui hérite de l'enquête. 3 personnes vont être interpellées dans la nuit. Parmi elles figure le sans domicile fixe qui avait signalé la malle contenant le corps au commissariat du 19e, ainsi qu'un chauffeur VTC qui a transporté la suspecte après son crime. Mais tous les regards sont tournés vers cette dernière. Au visionnage des images de vidéosurveillance, elle est identifiée comme une certaine Dina, vivant chez sa sœur, dans la même résidence que Lola. Un important dispositif est déployé et, au petit matin,
la fugitive est repérée et arrêtée à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, chez une de ses connaissances. Avec elle, la brigade criminelle emmène également en garde à vue sa sœur, ainsi que l'homme qui l'hébergeait ce soir-là, un certain Amine. Toutes ces personnes vont être entendues au 36 rue du Bastion durant la nuit. Le lendemain, les médecins légistes procèdent à l'autopsie du corps de la jeune Lola. Ils mettent en évidence une plaie béante au niveau du cou, qui traduit une tentative d'égorgement de la part de son agresseur. Mais il ne s'agit pas de la cause du décès. Il leur apparaît que Lola est morte par asphyxie, probablement à cause du ruban adhésif que son bourreau a ficelé autour de son visage. D'autres traces de violence sont visibles au niveau des épaules. L'horreur de la découverte du corps de Lola fait rapidement la une de l'actualité. D'autant qu'une jeune femme est vite suspectée du meurtre et retrouvée. Le profil de cette Algérienne paraît assez inquiétant, mais c'est surtout sa situation qui interpelle nombre de politiques et de polémistes. Comme bien d'autres étrangers sur notre sol, elle était censée avoir quitté le territoire français il y a déjà longtemps. Dans les locaux du 36, les auditions démarrent samedi après-midi, soit le lendemain de la disparition de Lola. La principale suspecte, que l'on a identifiée sous le nom de Dabia Benkired, nie farouchement les faits qui lui sont reprochés. En revanche, elle se pose en victime, en disant qu'elle a aussi été frappée et violée, et parle même d'un fantôme qui l'aurait agressée. Les policiers doutent de l'équilibre mental de la gardée à vue. Mais un psychiatre venu l'analyser estime que son état est parfaitement compatible avec l'interrogatoire. Les membres de la crime se rendent compte que Dabia, algérienne de 24 ans, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2019. Il s'agit d'une sans domicile fixe qui vit tantôt chez sa sœur, tantôt chez des amis. Si son état est compatible avec la garde à vue, elle ne semble pas avoir toute la lucidité pour répondre aux questions qui lui sont posées. Alors cette femme, ça se gère relativement difficilement, hein, parce que quand on a affaire à des personnes qui manifestement font preuve de troubles psychiques et qu'il n'y a pas d'explication donnée à un acte, écoutez, on se dirige vers un acte gratuit et bizarre, et ça risque d'être très très décevant, hein. Sa sœur Fria fait preuve de plus de coopération. Elle se dit atterrée par le crime, mais indique que Dabia a tout à fait pu le commettre. Elle décrit sa sœur comme menteuse, voleuse, mais aussi instable et particulièrement lunatique. Parfois gaie, parfois triste, parfois irritée. Fria ajoute un dernier élément qui fait froid dans le dos. Elle indique qu'elle sait sa sœur capable de tuer et pensait qu'elle passerait à l'acte avec l'un de ses amis. Lors de sa deuxième audition, Dabia continue de nier son implication dans les faits. Elle passe la nuit dans les locaux du 36 rue Bastion. Les enquêteurs espèrent qu'elle finira par fléchir. Mais le lendemain, c'est à la même réticence qu'ils se confrontent. Alors, on décide de lui soumettre des photos de Lola. Après une brève résistance, Dabia finit par craquer. Oui, elle a bien croisé la route de Lola ce vendredi. Voici comment les choses se seraient passées. À l'en croire, sa journée du 14 octobre commence vers 10h ou 11h. Après avoir pris un petit déjeuner chez sa sœur, chez qui elle loge au 119 rue Manin à Paris, elle part se promener, sans but précis. Elle prend le métro pour les Champs-Élysées, puis revient dans le 19e arrondissement, à la résidence Manin. Elle se rend voir la gardienne, la mère de Lola,
pour obtenir un pass d'entrée dans l'immeuble. Mais Delphine refuse bien sûr de lui fournir le badge. Furieuse, Dabia ressort et se poste devant l'entrée du bâtiment. C'est là, vers 15h30, qu'elle croise la petite Lola qui rentre du collège. Dabia voit en cette jeune fille, qui ressemble bien sûr à sa mère Delphine, le visage de celle qui lui a fermé la porte au nez. Alors, elle décide d'attirer la jeune collégienne chez sa sœur, dans la résidence. Là, elle oblige l'enfant à prendre une douche. Après quoi, elle la bâillonne. Ceci pour la maintenir silencieuse, alors qu'elle s'adonne à des pratiques sexuelles, l'abuse, l'agresse. Lola souffre, étouffe sous le bâillon. Elle ne parvient plus à respirer. Malgré ses gestes désespérés, son agresseur ne daigne accorder aucune importance à son asphyxie. Elle poursuit son jeu pervers, comme prise de démence. Finalement, exténuée, sans oxygène, Lola rend son dernier souffle alors que son bourreau en est encore à la torturer. Constatant finalement que sa proie est morte, Dabia Benkired relâche son étreinte funeste, mais ne s'arrête pas là. Alors que le corps de la jeune collégienne gît sans vie devant elle, elle saisit un couteau et la frappe au niveau des épaules. Puis elle lui tranche la gorge. Une plaie béante apparaît, qui ne cicatrise pas. Rassasiée, fière d'elle-même, Dabia Benkired reste là plusieurs minutes auprès du cadavre, comme pour profiter de son exaction, du résultat de son opération mortifère. Mais elle veut à présent se débarrasser du cadavre. Elle trouve chez sa sœur une malle en plastique, y place le corps de l'enfant, puis sort de l'immeuble et tente de transporter la malle dans la rue. C'est là qu'elle a été repérée par plusieurs témoins, tentant de les convaincre de l'aider à la transporter, appelant et hurlant au téléphone, faisant d'étranges allers-retours entre un bar et une pharmacie. Finalement, elle a trouvé un VTC, sorte de taxi, qui l'a emmenée dans les Hauts-de-Seine, chez un ami. Vers 22h, Fria, la sœur de Dabia, rentre chez elle. Elle monte jusqu'à son appartement. En entrant, elle découvre un désordre innommable. Des valises ouvertes traînent dans toutes les pièces et la baignoire est remplie d'eau, signe que quelqu'un a utilisé le lave-linge. Elle reçoit à ce moment-là un appel de sa sœur Dabia. Cette dernière lui dit qu'elle arrive et lui demande de l'héberger pour la nuit. Elle se serait disputée avec l'ami chez qui elle devait se rendre. Dabia arrive quelques minutes plus tard. Une fois en bas de l'immeuble, elle appelle sa sœur et lui demande de venir l'aider. Elle a 2 valises et une étrange malle, et elle semble préoccupée, redoutant quelque chose ou quelqu'un. Elle paraît pressée, demande que les valises et la malle disparaissent vite de la vue des passants. Fria trouve tout cela bien étrange, sa sœur n'ayant pas l'habitude d'emporter tant d'affaires avec elle. Elle demande des explications, mais Dabia n'en fournit aucune. Les 2 sœurs se disputent sur le trottoir. Finalement, Fria accepte d'aider Dabia à redescendre la malle au 3e sous-sol de la cave. Avec toujours beaucoup de questions sur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Dabia continue d'éluder le sujet. Une fois la malle descendue, elle monte les valises avec sa sœur, puis disparaît. Fria continue à n'y rien comprendre. Dabia ne lui avait-elle pas demandé de passer la nuit chez elle ? Juste avant de rentrer dans son appartement, Fria croise une voisine. Cette dernière lui parle de la disparition d'une petite fille dans l'immeuble. Tout à coup, Fria est prise d'un mauvais pressentiment. Elle ose à peine y croire, mais se pose tout de même la question. Et si cela avait un lien avec la malle qu'elle a transportée au sous-sol ? Elle appelle sa sœur, mais ne parvient pas à la joindre. Elle finit par descendre dans le hall de l'immeuble.
Là, elle est arrêtée par la police. Elle sera emmenée au 36 rue Bastion afin d'y être interrogée. Dans la nuit, 3 autres personnes, dont Dabia, seront interpellées. Lundi 17 octobre, les gardes à vue sont levés. Les personnes interpellées ont toutes été relâchées, à l'exception du chauffeur de VTC, qui comparaît devant le juge pour recel de cadavres, et de Dabia Benkired, qui est placé en détention provisoire. Les médias ayant appris la nouvelle de ses aveux, bien que partiels, l'information tourne en boucle. C'est vrai qu'elle a un visage assez angélique, c'est une enfant, quoi. Donc une petite blonde, donc c'est vrai qu'on se dit, ça touche particulièrement. On voit vraiment l'innocence symbolisée par sa photo et mettre cette photo-là en rapport avec les faits qu'on a su dans les jours qui ont suivi. C'est vrai que là même d'en parler, ça touche n'importe quel être humain, quoi. Très vite, l'affaire de la petite Lola prend une tournure très politique. Il faut dire que le gouvernement, et en particulier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a promis de durcir les règles en matière d'immigration, spécialement concernant l'expulsion des clandestins. L'histoire de ce crime commis par une personne visée depuis 3 ans par une OQTF tombe donc très mal. L'occasion pour le Rassemblement national, le Parti Reconquête ou encore la frange la plus à droite des Républicains de taxer de laxisme le gouvernement. De son côté, ce dernier, appuyé par les membres de la NUP, dénonce une récupération politique ignoble. J'ai vu, chez vous d'ailleurs, le ministre Bruno Le Maire hier soir demandant, comme vous, de la décence et du silence. Mais c'est surtout la famille de Lola, bien sûr, qui demande ça. On sait bien ce qui va se passer. Si on n'en parle pas, si on fait silence, dans 3 jours, il y aura un autre sujet. On connaît le rythme médiatique. Si la jeune Lola aurait pu éviter la mort sans la présence de Dabia Benkired sur notre territoire, cela n'enlève rien à la situation ubuesque de notre système d'accueil et d'expulsion des étrangers clandestins. Entre un système administratif complexe et des lois parfois interprétées de manière très personnelle, les processus d'expulsion deviennent souvent de véritables casse-têtes, rendant d'une permissivité quasi totale nos règles de contrôle du territoire. Le cas de Dabia Benkired semble loin, bien loin d'être isolé. Pour seul exemple, entre janvier et juillet 2021, seule une obligation de quitter le territoire sur 500 adressées à des Algériens ont été effectives. Et ce chiffre est en baisse continue depuis 10 ans. Pourquoi un tel échec dans la politique de contrôle du territoire ? L'une des explications se trouve peut-être dans notre système administratif et judiciaire lui-même, très complexe, parfois même totalement inadapté aux expulsions. Il faut comprendre qu'on délivre beaucoup d'obligations à quitter le territoire français chaque année, une centaine de mille à peu près. Et donc, à chaque fois qu'on délivre une obligation de quitter le territoire national, la personne, en fait, reçoit ce document et elle doit quitter la France dans les 30 jours. C'est un document qui est de nature administrative et qui est pris par beaucoup de gens qui le reçoivent comme purement administratif, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y en a beaucoup qui reçoivent ce document sans y donner suite. Et d'ailleurs, il n'y a pas de régime de sanction, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas suite à l'OQTF, vous n'avez pas de régime de sanction. C'est tout le problème de cette réglementation sur les étrangers. Si vous-même vous dépassez de 10 km/h la vitesse autorisée, vous avez une amende. Si vous ne payez pas l'amende, vous avez une sanction et tout est cumulatif et ça peut assez vite vous coûter très cher. Mais dans le cas des étrangers, on a à peu près ôté tout ce qui était du domaine du délictuel. Donc en fait, déjà le fait de franchir la frontière sans être autorisé n'est plus un délit, mais le fait de ne pas répondre à une OQTF n'est pas un délit non plus.
Pas de sanctions prévues pour les récalcitrants, des hésitations et des appréciations diverses des juges et des préfets, un millefeuille administratif et judiciaire qui permet de remettre en liberté un clandestin au moindre vice de procédure, et ce sans aucun suivi. Il serait peu dire que notre système n'est pas taillé pour répondre aux défis de l'immigration illégale. Les histoires des OQTF, pas uniquement ce gouvernement, hein. Il y a d'autres gouvernements depuis des années qui auraient dû être, qui sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Responsables d'ailleurs, on ne va pas uniquement jeter la responsabilité sur eux, la justice a sa part de responsabilité, etc. largement. D'autant que, malgré une fermeté affichée par le gouvernement, ce dernier reste soumis aux diktats de l'émotion qui accompagnent bien souvent les épisodes de débarquement de migrants sur nos côtes. On n'a pas de gestion migratoire en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est que entre en France qui veut. 3 semaines seulement après la mort de Lola, l'Ocean Viking, qui contenait 234 prétendants à l'asile, se trouve coincé au large des côtes italiennes. Le pays de la première ministre Giorgia Meloni refuse tout bonnement de l'accueillir. Soumis au chantage émotionnel de l'organisation SOS Méditerranée, qui a pris à bord ces personnes en bonne entente avec les réseaux de passeurs, le gouvernement accueille finalement les migrants dans le port de Toulon, tout en se permettant de retoquer durement les dirigeants italiens. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Une fois débarqués, les migrants ont bénéficié de soins, d'un hébergement et de nourriture. Des dispositions qui paraîtraient tout à fait raisonnables dans un État qui se targue de défendre la vie, si l'Ocean Viking n'était pas une goutte dans un océan. En effet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime lui-même à 700 000 environ le nombre de clandestins en France. Un chiffre très probablement en dessous de la réalité. En effet, le ministre se base sur les chiffres de l'aide médicale d'État accordée aux étrangers, même en situation irrégulière. Problème, selon certaines estimations, il ne serait que la moitié à en profiter. Cette présence étrangère sur notre sol présente un certain nombre de problèmes. Elle constitue une manne pour des entreprises qui les exploitent sans contrat de travail, parfois dans des conditions à la limite de l'indécence. Par ailleurs, nombre d'entre eux sont logés, nourris et soignés aux frais des Français. D'autre part, cela crée une classe de sous-citoyens différemment soumis à la loi. Non seulement ils sont beaucoup plus difficiles à tracer et à retrouver lorsqu'ils commettent un délit ou un crime, mais encore, leur situation leur fait échapper, dans bien des cas, à une sanction pénale. 25% des détenus de l'Hexagone sont étrangers, alors qu'ils représentent, selon les estimations, moins de 10% des habitants de la France. En Île-de-France, la moitié des délits sont commis par des personnes de nationalité étrangère. En fait, par notre gestion inexistante, catastrophique au mieux, inexistante au pire de l'immigration, de fait, on a une population en France qui est beaucoup plus criminogène que nos voisins européens, par exemple. Et beaucoup plus criminogène qu'elle ne le serait si la France avait une politique migratoire. Je ne dis pas une politique de fermeture des frontières ou une politique d'ouverture à fond des frontières. Non, une politique, simplement une politique, quelle qu'elle soit. Si on gérait au moins les choses, on aurait une population beaucoup moins criminogène et on aurait beaucoup moins de crimes et de délits. Typiquement l'affaire Lola. Si on avait la première chose, alors visiblement la suspecte n'avait pas de casier judiciaire. Ce qui peut arriver. Voilà, tout le monde qui commet des crimes n'a pas de casier judiciaire. Mais en revanche, donc c'est pas la justice qui était en cause, mais c'était visiblement la gestion de l'immigration, donc l'administration. Et donc ce que ça révèle, c'est clairement cette partie-là, c'est la partie la gestion complètement catastrophique et inexistante, vraiment, je le répète. Des obligations qui sont facultatives, comme les obligations de quitter le territoire, elles sont facultatives. Quand les obligations sont facultatives, c'est qu'on n'a pas de gestion de ce sujet-là, de l'immigration. La France a-t-elle vraiment les moyens de lutter contre cette immigration délictueuse ? Depuis une dizaine d'années, plusieurs dispositifs européens empêchent la simple application des règles de contrôle du territoire.
une loi dotée du 31 décembre 2012, issue de la jurisprudence européenne, restreint les possibilités de sanctionner les fraudeurs. Ainsi, un étranger qui se trouve en situation irrégulière ne peut encourir, pour ce seul motif, une sanction d'emprisonnement. Il faut qu'il ait d'abord fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce qui, au vu de la complexité des directives, n'est possible que s'il est identifié qu'il a commis une grave infraction à la loi et que le préfet estime possible son interpellation. Cette loi rend également plus difficiles les contrôles d'identité. Il est ainsi impossible de placer quelqu'un en garde à vue sur le seul motif du séjour irrégulier. Il y a une défaillance majeure de l'État. L'OQTF, les OQTF sont un gag gigantesque. On sait que un député Renaissance affirmait qu'il y avait 700 000 personnes sur notre territoire frappées par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, qu'il y a peut-être 3000 places en rétention, que Darmanin veut en créer 300. Il y en a 300 par jour d'OQTF. Comment on fait? C'est pas tenable, c'est pas possible. 5% à peine des OQTF sont exécutés, ça n'a aucun sens. Et c'est ce que je dénonce avant tout. Si l'État faisait ce qu'il a à faire, s'il contrôlait l'immigration, s'il appliquait la loi, s'il veillait à l'application de la loi, puisque la loi n'est pas appliquée en France aujourd'hui, s'il faisait et appliquait ces mesures d'exécution d'OQTF, il y aurait beaucoup moins de victimes dans ce pays. Il y en aurait, je dis pas le contraire, il y a pas de quoi rougir, on a des criminels du terroir bien de chez nous, pas de problème, mais on n'est pas obligé d'avoir tous ceux du tiers-monde en plus. Cas emblématique de ces difficultés à faire appliquer la loi, après le débarquement de l'Ocean Viking, la quasi-totalité des migrants à bord étaient libérés. Motif, la justice n'a pu se saisir de leur cas dans le temps jugé légal. Sur les 234 personnes débarquées sur le sol français, une soixantaine ont obtenu le droit d'asile, 44 mineurs ont été pris en charge et 108 adultes ont été libres de circuler, quelques jours plus tard, sans la moindre contrainte. Il en reste donc seulement une quinzaine en zone d'attente, dont la détention ne pourra excéder 26 jours. Depuis sa cellule, Dabia Benkired passe son temps à regarder la télévision. Elle ne manquerait pas une émission qui parle d'elle et serait même fière de ce qu'elle a accompli. Mercredi 16 novembre, lors de la marche blanche organisée en mémoire de la jeune Lola, ses parents n'ont souhaité voir ni médias ni politiques. On ne peut que comprendre leur discrétion. Mais l'histoire de Lola reflète malheureusement la condition de la France et de ses habitants, parfois contraints de vivre aux côtés de centaines de milliers de clandestins. Car si beaucoup ne sont évidemment pas criminels, tous ne sont pas portés par des intentions louables. Et le système a de plus en plus de mal à les éloigner de notre sol.